Europe aussi. Donc, je suis super content parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un invité. Ça fait longtemps que je l'attendais. Ça fait longtemps qu'on a planifié cette rencontre-là. J'ai Isabelle Viault, qui est présidente d'une firme Acultura, qui est une firme en fait de communication et d'intelligence culturelle. Puis aujourd'hui, on va parler d'adapter son contenu, son marketing aux marchés divers. Fait que, bienvenue Isabelle, merci beaucoup d'être ici avec moi, avec nous autres ce matin, aujourd'hui. Fait qu'une firme de communication et intelligence culturelle, peux-tu expliquer hyper rapidement ce que ça fait, c'est quoi? Donc, en quelques mots, je te dirais qu'on est une entreprise qui aide les organisations et les professionnels à naviguer la diversité. Donc, on offre des contenus, donc traduction, rédaction, etc., mais on offre aussi des formations et on offre des outils e-learning pour aider justement ces gens-là à naviguer les marchés diversifiés, donc de cultures différentes. Super. Puis c'est ça un peu, on se parlait un peu offline avant qu'on démarre. La raison pourquoi je voulais que vous voulez t'inviter, puis je voulais que tu nous aides un peu, c'est parce que, ça fait longtemps que je fais du marketing. C'est sûr qu'en tant que marketing, on essaie tout le temps de, comme je te disais, le Holy Grail, si on veut, c'est envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Fait que là, avec ça, on segmente nos listes, on détermine qui a l'intérêt, on adapte un peu sur la démographie, etc. Mais il y a cette notion de diversité culturelle que j'entends pas beaucoup parler. Tous les articles de blog sur comment segmenter ses listes, personnaliser ses messages, j'entends jamais cet élément-là. Mais je trouve que c'est super important parce que d'après moi, si tu prends deux marketeurs freelance, mettons, si je me prends moi comme exemple, on va avoir des réalités complètement différentes basées sur nos différences culturelles, même si à la base on fait la même chose, on a le même âge ou quoi que ce soit. Fait que, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu c'est quoi la diversité culturelle en premier lieu? Puis ultimement, on va essayer de finir avec quelques exemples, quelques idées sur comment les marketeurs peuvent adapter leur marketing, leur contenu, etc. aux différentes diversités culturelles. Alors oui, merci. C'est un excellent départ. Écoute, d'abord, pour parler un peu de la diversité culturelle, si tu n'en as pas beaucoup entendu parler, tu vas en entendre énormément parler parce qu'avec les grandes vagues qu'on connaît tous enclenchées par la pandémie et les choses qu'on a vues à travers nous, c'est quelque chose qui est de plus en plus top of mind et pas juste top of mind, mais top of list des grandes organisations. Et ça commence normalement dans les RH, comment sensibiliser leurs gens à la diversité. Alors, parallèlement à ça, moi, je suis une fille de communication marketing depuis des années et j'ai commencé à faire des liens avec les différences culturelles il y a plusieurs années où je me rendais compte que les agences de communication, les agences de marketing créaient des campagnes et qui faisaient affaire avec des marchés internationaux, créaient des campagnes, faisaient simplement traduire en japonais ou en chinois ou bien en allemand, quoi que ce soit, et shippaient les campagnes, et certaines campagnes étaient des échecs totaux. Même si la traduction était correcte, on s'enfargeait dans les codes culturels et ces choses-là. Donc, si je te ramène à qu'est-ce que c'est qu'un marché diversifié culturellement, ça peut être international, bien sûr, bien évidemment, et c'est la première chose qui me vient en tête. Par contre, ça peut être aussi très local. Le Canada est d'ailleurs un des pays les plus culturellement diversifiés. Et les grands piliers Canada anglais, Canada français sont d'ailleurs deux grandes cultures très différentes, on le sait tous. Donc, les cultures diversifiées, ça touche d'une part, évidemment, celle qui nous vient tout de suite à l'idée, l'ethnie ou la nation dans laquelle on vient. Donc, on a les Européens, les Nord-Américains, etc. Puis là, ça va par pays. Et en fait, il y a des théories autour des grands clusters, cultural clusters. Il y en a une dizaine dans le monde. Mais je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça devient un peu complexe. Par contre, ça, c'est un des éléments parce que la diversité culturelle touche aussi et les genres, et les âges, et les professions. Je te donne un exemple dans les âges, les millennials versus les boomers. Encore là, on connaît tous ce dilemme-là et on sait tous en tant que marketeur que c'est deux langages différents. Donc, quand on parle de diversification culturelle, on va jusque-là et tout ce qui touche la différence, l'équité, le sexisme, le genrisme, etc. Donc, telle est la diversité culturelle. C'est drôle parce que je pense à un exemple hyper pointu. Il y a pas longtemps, j'enseignais un cours à Concordia et puis dans le cadre d'un projet, je demandais qui est ton persona, tu identifies ton persona. Puis il y avait un groupe qui avait dit c'est les femmes, t'es jeunes célibataires et les mères monoparentales. Puis j'étais comme
OK, c'est bon, mais c'est leur réalité, même si techniquement ils ont peut-être le même âge, est comme complètement différente. Fait que, il faut s'assurer de. Fait que c'est un peu ça que tu nous dis finalement, c'est de prendre en compte, c'est pas le fait qu'on est un marketeur ou un comptable, puis c'est ça notre cible, c'est plus le fait qu'il y a quelque chose de plus, notre culture, si on veut. Il y a un layer de plus à considérer, puis c'est un layer qui est vachement important parce que même si tu as le même âge, une femme de mon âge peut être complètement culturellement différente de moi. Tu sais, justement, ça peut être une mère monoparentale ou ça peut être une femme avec 6 ans. C'est deux choses complètement différentes. Alors, c'est des choses à prendre en compte. Ben oui, c'est ça. Puis c'est sûr que en marketing, comme je disais en introduction, on essaie d'adapter notre message, de dire la bonne chose à la bonne personne, comme je disais, idéalement au bon moment, évidemment. Mais là, quand tu me parles de, il y a tellement de différences. Je sais que tu offres des formations puis que tu offres des services. Fait que je sais que tu vas pas nous dévoiler tous tes secrets en 9 minutes qui nous restent. Mais si tu avais à expliquer à quelqu'un comment s'y prendre ou comment débuter ou comment à quoi penser quand on veut adapter son message, qu'est-ce que tu suggérais? Ben, moi, je te dirais que j'ai quelques conseils, dont deux bien précis. Le premier étant le même que j'ai toujours fait, moi, en marketing de toute ma carrière, et je pense que tous les marketeurs devraient faire la même chose, c'est tu te mets dans les souliers de la personne à qui tu t'adresses. Tu l'imagines dans ta tête et avec tous les éléments, incluant l'élément culturel. Donc, c'est la première chose, c'est l'immersion. Alors, si tu n'es pas capable de te mettre dans les souliers de la personne, ben, va chercher la personne qui est dans ces souliers-là, ou bien amène-toi dans l'univers de cette personne-là. D'ailleurs, il y a un film là-dessus avec, mon Dieu, ça s'appelle What Women Want, je pense que c'est exactement ça. Il se met dans la peau de la femme. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est extrêmement pratico-pratique et je pense que c'est une grave erreur que beaucoup de marketeurs font, c'est dans le briefing même, le briefing que tu vas donner, le briefing design, le briefing que tu vas donner à ton groupe de SEO, dans le briefing même, il faut qu'il y ait une partie qui aborde l'aspect culturel. Tu sais, tu parles de démographie, oui, femmes âgées, XY, bon, etc. Ça, c'est une chose, mais toutes les notions culturelles. Quelles sont les sensibilités culturelles qui sont en jeu dans le développement de ta campagne? Et l'autre élément qu'on pourrait faire aussi, là, je suis encore dans le pratico-pratique, quand tu commences à faire traduire tes trucs, et là, évidemment, je presse pour ma paroisse, tu sais, tu ne peux pas faire traduire simplement un truc en anglais parce que l'anglais, ça dépend où est-ce que tu vas envoyer ta campagne. Par exemple, tu prépares quelque chose pour le Canada anglais, c'est une chose. L'anglais des États-Unis, c'est une autre chose. L'anglais britannique, c'est une autre chose. Alors, il faut vraiment prendre en compte quel est le processus de perception de la culture à laquelle tu t'adresses. Donc, le traducteur peut bien parler anglais, mais si ce n'est pas un traducteur qui connaît bien la culture américaine ou la culture britannique, alors il ne comprendra pas, il ne saura pas exactement comment traduire. C'est encore plus important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où les mots-clés jouent un rôle absolument important justement pour draguer du trafic et ces choses-là. Meilleur exemple que j'ai là-dessus, je le donne toujours dans mes cours, c'est que tu es une entreprise comme H&M, tu fais une grande campagne, tu fais une vente sur tes chandails et tu dis « Sweaters for sale 50%», tu lances ta campagne globale à travers le monde et tout. Tu te rends compte qu'en Australie, ça ne marche pas du tout. Il n'y a personne qui correspond ou qui répond à ça, ou très peu du moins. Et bien pour la simple et bonne raison qu'en Australie, on ne dit pas ça un sweater, on dit un jumper. Alors, la différence de mots vient affecter tout ton effet de campagne en Australie, puis tu as un beau gros flop. Alors, tous ces petits aspects-là, ce sont des aspects culturels qui correspondent pas nécessairement au langage traduit, mais au code culturel et aux choses. C'est quelque chose qui est très, très propre à la culture. Donc, si on ne le sait pas, si on ne le connaît pas, mais on rate la cible. C'est intéressant que tu nous dises ça parce que puis tu faisais allusion au Canada qui est très diversifié culturellement. Puis la France aussi, comme je pense un peu aux audiences qui nous écoutent en général. C'est qu'en fait, dans ton cas de H&M, ben, c'était ici versus en Australie. La réalité, c'est que cette diversité-là existe même dans ton marché. Fait que je pense qu'il y a un challenge pour les marketeurs de dire, même si j'offre un logiciel de B2B hyper niche, en bout de ligne, mon client, ben, c'est pas la même. Ils ont des réalités différentes, même s'ils vivent tous à Montréal, mettons, ou à Paris, ou wherever. Ils ont quand même tous des réalités différentes. Fait que je pense qu'il y a quand même un exercice d'adaptation, même si tu es très local, finalement. C'est ça il y a ça aussi que tu nous dis.
Absolument, parce que, écoute, juste à Montréal, combien on a de différents, parce que la petite Italie, la petite Ukraine, ce genre de petits endroits-là, c'est la même chose à New York, c'est la même chose à Toronto. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment observer. Mêler un cran plus haut, puis regarde la diversité anglo-franco, où ça a pris plusieurs années avant que le Canada anglais réalise que ça bloquait quand tu arrives au Canada français. Il y a d'ailleurs des grandes marques qui ne viennent même pas au Québec parce qu'ils ne veulent pas engager le coût de la traduction. Donc, c'est ce qui explique des diversifications au niveau des marques disponibles ici au Québec versus le restant du Canada. Donc, c'est vraiment assez important de regarder, de ne pas penser qu'on est homogène. Et on l'est encore, je pense, de moins en moins. Je pense qu'avec le temps, ça va devenir quelque chose qui va être vraiment top of mind, autant que ça l'est maintenant pour les gens en HR qui réalisent que la diversité, ça constitue un gros enjeu dans l'entreprise, qu'il y a des choses à régler par rapport à ça, mais les marketeurs doivent se poser maintenant les mêmes questions. Puis je trouve ça étrange que les marketeurs ne suivent pas encore cette vague. Moi, ça fait longtemps que je tape sur ce coup-là, puis je me dis qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il faut vraiment comprendre. Je vais te donner un autre exemple. C'est l'exemple que j'utilise beaucoup quand je commence mon cours. D'ailleurs, je parle toujours de H&M, cette espèce de petite photo du jeune homme qui avait un jeune homme de couleur qui avait un T-shirt Cutest Little Monkey in the Jungle. Et ça a fait un tollé parce que The Weeknd, qui est un chanteur, je pense, d'origine africaine, qui est canadien, qui était collaborateur de H&M, a décidé de boycotter H&M, a demandé à tous ses fans de boycotter H&M parce qu'il était raciste. Et les fans ont suivi, ça a eu un impact énorme, ça se chiffre en millions pour H&M. Et tout ça pour une petite photo dans un catalogue d'un enfant noir qui portait un petit chandail qui disait Cutest Little Monkey. Mais ça a été créé en Suède, au quartier général à Stockholm, où ils n'ont aucune idée de l'histoire d'esclavage qui est liée avec le terme monkey qui s'associe aux personnes de couleur. Alors, on va chercher loin et ça a coûté des millions à H&M. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il faut commencer à regarder. Puis ça, c'est puissant comme exemple. Puis tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que des fois, en termes de marketing, on se dit, ben, on n'est pas H&M, on n'est pas une marque internationale. En plus, ben, on est local, on est ici à Montréal, fait qu'on connaît notre cible montréalaise. Mais la réalité, c'est que ces différences-là peuvent se passer, tu sais, même dans notre, à côté de chez nous, là, tu sais, faut prendre en compte qu'on connaît. Les vagues d'immigration qui sont arrivées à Montréal, ça va changer le portrait de Montréal. La pandémie est en train de changer le portrait de Montréal. Tu vas avoir